Notre système national de pharmacovigilance bénéficie d'une expérience d'une trentaine d'années, et ceci grâce aux efforts du professeur Rachida Suleimani et de son équipe. Ce système est organisé et soutenu par le ministère de la Santé. D'ailleurs, la circulaire du ministère du 4 janvier 2016 a bien défini son organisation et il a bien décrit le mode de fonctionnement de ses activités. Alors, notre système national de pharmacovigilance comprend des structures au niveau central et d'autres au niveau des régions en association avec d'autres acteurs. On va commencer par le niveau central. Celui-ci comprend la Commission nationale de pharmacovigilance, le Centre national de pharmacovigilance et le Comité technique de pharmacovigilance. Je vais vous expliquer le rôle de chaque structure afin que vous puissiez comprendre. Alors, pour ce qui est de la Commission nationale de pharmacovigilance, il a un rôle consultatif pour les décisions à soumettre au ministre de la Santé. Son fonctionnement et ses attributions sont très bien définies. Elle est composée de médecins et de pharmaciens qui se réunissent à chaque fois que nécessaire. Maintenant, on va voir la deuxième structure de notre système national de pharmacovigilance, c'est-à-dire le Centre national de pharmacovigilance. Ces missions sont nombreuses, mais on peut les regrouper en deux axes. Le premier axe consiste en la gestion des notifications des effets indésirables et le second concerne le management des activités de pharmacovigilance. On va commencer par le premier axe, c'est-à-dire le processus de gestion des notifications. Celui-ci est composé de 6 étapes qu'on voit bien sur le schéma que vous avez ici. Je vais vous expliquer chacune de ces 6 étapes pour que vous compreniez le parcours que vont suivre vos futures notifications. Tout d'abord, pour ce qui est de la collecte des notifications. Comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, il se fait premièrement par les notifications des professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les dentistes et le personnel paramédical du secteur public, semi-public et privé. Deuxièmement, par les notifications des laboratoires fabricants des produits de santé. Troisièmement, par les publications scientifiques ou la presse. Mais il y a aussi d'autres méthodes de collecte telles que les résultats des études épidémiologiques et les notifications venant du grand public. Donc, c'est de cette façon que le Centre national de pharmacovigilance collecte les notifications. Alors, que fait-il avec ces données? Il les analyse, les valide en utilisant des outils et des méthodes spécifiques à la pharmacovigilance. Et une fois l'analyse et la validation de ces cas ont été faites, vient ensuite l'envoi des réponses au notificateur quand cela est jugé nécessaire. Et après cette analyse et cette validation des cas collectés, les cadres du Centre national de pharmacovigilance envoient ces notifications au Centre international de l'Organisation mondiale de la santé à Uppsala en Suède, et de cette façon, nous participons à l'alimentation de la base de données internationale des effets indésirables. Chose qui est sûre, c'est que toutes ces données arrivant au Centre national de pharmacovigilance servent à enrichir notre base de données nationale d'effets indésirables. Cette base de données va nous permettre premièrement de centraliser toutes les informations sur les effets indésirables notifiés à l'échelle nationale. Deuxièmement, elle va nous permettre de produire des rapports trimestriels et annuels à l'attention des différents intervenants du système national de pharmacovigilance. Troisièmement, à évaluer la gravité et la fréquence des effets indésirables. Quatrièmement, à détecter les tendances en matière de risques médicamenteux. Et dernièrement, à générer des signaux. Alors, c'est quoi un signal en pharmacovigilance? C'est une information qui peut révéler une situation d'alerte dont le niveau de précision est insuffisant et qui nécessite d'être validé, confirmé et complété. Voilà. Ces signaux peuvent être transformés en alerte ou donner lieu à une surveillance rapprochée ou être tout simplement notés ou à la fin être infirmés car il correspond à un faux signal. Donc vous comprenez bien pourquoi la notification des effets indésirables est très importante dans l'amélioration de la sécurité du patient. Quant à l'étape numéro 6, c'est-à-dire la dernière étape du processus de gestion des notifications des effets indésirables,
Elle consiste à mettre en place un ensemble d'actions de minimisation des risques, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions qui doivent être mises en œuvre pour minimiser les risques potentiels liés à l'usage des médicaments. Parmi ces actions de minimisation des risques, on a par exemple la prise de mesures réglementaires quant à l'usage des médicaments et des autres produits de santé. Il y a aussi la communication autour du risque et l'instauration de stratégies sanitaires de prise en charge du risque. Il y a aussi d'autres actions. Une fois toutes ces mesures ont été prises et mises en place, il faudrait bien sûr les évaluer pour apporter les ajustements nécessaires, parce qu'on est toujours à la recherche de l'amélioration de la sécurité du patient. De cette façon, nous avons fait le tour de toute la partie réservée à la gestion des notifications par le Centre national de pharmacovigilance. Maintenant, on va voir sa deuxième mission qui est réservée au management des activités de la pharmacovigilance. Cette deuxième mission, on va la résumer en 8 activités qui sont l'organisation des activités techniques au niveau national et régional, l'entretien des relations avec le Centre international de l'OMS en Suède, troisièmement, la formation du personnel des centres régionaux pour qu'ils soient opérationnels, quatrièmement, donner un avis technique sur la sécurité du médicament et des autres produits de santé, cinquièmement, la formation des professionnels de santé sur les effets indésirables et la pharmacovigilance. Sixièmement, faire des campagnes de prévention auprès du grand public sur comment diminuer la mortalité et la morbidité qui sont liées à l'usage irrationnel des produits de santé. Et dernièrement, transmettre le rapport du comité technique à la Commission nationale de pharmacovigilance. Donc là, on a terminé avec la deuxième structure au niveau central de notre système national. Et maintenant, on va voir la troisième et la dernière structure, toujours au niveau central. Elle concerne le comité technique de pharmacovigilance. Ce comité est composé d'experts dans plusieurs spécialités, telles que la dermatologie, la pédiatrie, la neurologie et autres. Ce comité est chargé de donner un avis technique sur toutes les questions d'ordre scientifique se présentant au Centre national de pharmacovigilance. Il est aussi chargé de programmer et de décider de l'opportunité des enquêtes de pharmacovigilance et d'en examiner les résultats. De même qu'il doit répondre à toutes les demandes d'avis scientifiques présentées par la Commission nationale de pharmacovigilance et de planifier le programme annuel des activités scientifiques et de recherche à entreprendre à l'échelle nationale et régionale. Quant aux structures qui sont au niveau régional, nous avons les correspondants régionaux de pharmacovigilance qui sont des médecins ou des pharmaciens nommés par le directeur régional de la santé en concertation avec le Centre national de pharmacovigilance. Ils ont pour mission de développer les activités de pharmacovigilance au niveau des différents hôpitaux de leur région et de coordonner cela avec les services de pharmacovigilance des centres hospitaliers universitaires. Toujours au niveau régional, nous avons d'autres acteurs qui peuvent participer aux différentes activités de la pharmacovigilance. Comme nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, il y a les prestataires de soins et les prescripteurs, les entreprises de médicaments, les patients et les associations de consommateurs et d'usagers. À la fin, vous avez un schéma qui résume toute l'organisation de notre système national de pharmacovigilance.